Il se régale. Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui on va parler d'une des plus grosses sorties de l'année qui malheureusement risque aussi d'être un des plus gros flops de 2023. C'est Élémentaire ou Elemental en anglais, le nouveau film d'animation des studios Pixar et Disney. Avant de faire le bilan de santé de Pixar, je me coupe 2 minutes, mais quand même pour rester dans le thème, j'avais envie de vous reparler de 2 cinéastes incroyables dont plusieurs œuvres sont à découvrir ou redécouvrir en exclusivité sur Filmo, la plateforme de vidéo à la demande dont nous sommes les fiers partenaires. Je commence avec la réalisatrice allemande Dorothee Reiniger, pardonnez ma prononciation. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, c'est parce qu'elle est malheureusement tombée dans l'oubli alors que c'est une pionnière à qui le cinéma d'animation doit énormément. Cette artiste d'une grande créativité a notamment réalisé en 1926 Les Aventures du Prince Ahmed, qui est un des premiers longs métrages d'animation de l'histoire. C'est un concentré de poésie et de délicatesse inspiré des contes des Mille et une nuits, le tout raconté à travers des images absolument sublimes. Le film est entièrement en silhouette de papier découpé, une technique mise au point par l'auteure Reiniger elle-même et qui a grandement influencé les premiers travaux du français Michel Oslo, rien que ça. Elle a aussi adapté sous forme de courts-métrages d'autres contes et légendes incontournables comme Cendrillon, Le Chat Botté ou La Cigale et la Fourmi, tous disponibles sur Filmo bien entendu. Pour le second cinéaste, on change totalement de style et de ton puisqu'il s'agit du subversif Bill Plympton, un autre génie de l'animation qui a notamment réalisé Les Mutants de l'espace, L'impitoyable Lune de miel ou encore Les Amants électriques. C'est un artiste à la patte singulière, très artisanale, qui sait constituer une œuvre fascinante, mais aussi volontairement absurde, burlesque et ouvertement sexualisée. Le résultat est toujours drôle et étonnant, mais aussi rebelle et touchant. Vous l'aurez compris, Filmo est l'équivalent d'un coffre à trésors pour tous les amoureux du cinéma. Vous y trouverez un catalogue sans cesse renouvelé avec de grands classiques du patrimoine, des blockbusters et autant de joyaux rares et pépites méconnues. Filmo propose aussi 2 semaines d'essai gratuits, puis un abonnement à 6,99€ par mois et sans engagement. En plus, avec le code ELFILMO, vous pouvez avoir 2 mois gratuits. Vous trouverez évidemment tous les détails dans la description de cette vidéo. En mai 2022, quand Pixar a dévoilé le premier aperçu d'Élémentaire et les grandes lignes du pitch, grosso modo la rencontre d'une Madame Flamme et d'un Monsieur Goutte, j'étais pas forcément emballée et la première bande-annonce m'a pas plus enthousiasmée que ça, mais sans me rebuter non plus. Je voyais juste une proposition un peu plus prudente qui allait reprendre par sécurité des codes qui ont déjà fait leurs preuves chez Disney ou Pixar, donc une ville allégorique qui renvoie à nos réalités sociales et des personnages littéralement opposés qui s'allient, acceptent leurs différences et prouvent, entre gros guillemets, qu'il faut de tout pour faire un monde. On pouvait voir venir la simple déclinaison de Zootopie, vice-versa ou Monstres et compagnie, avec cette fois la personnification des éléments primaires, donc de l'eau et de l'air, le feu et la terre, et là je me retiens vraiment très fort de faire une référence au générique du dessin animé Witch. C'est pas très inspiré a priori, mais l'idée reste quand même ludique, parce que ce genre d'exercice, ça fait appel à beaucoup d'imagination et d'inventivité. Il faut penser un univers et adapter nos habitudes et notre quotidien à d'autres contraintes physiques ou d'autres particularités physiologiques, comme un jeu en fait. Et Elemental a plein d'idées de détournement, comme donner de l'essence à briquet à un bébé feu qui a un barbecue pour poussette. Voilà, ce sont des petits détails, ceux qu'on repère au second plan, qui font qu'un univers fonctionne et qui laisse le public attentif face à ce qu'il regarde. Malheureusement, l'exploration de ce microcosme est assez partielle. On passe beaucoup de temps avec les flamboyants et les aquatiques, beaucoup moins avec les terriens et les aériens, qui complètent la toile de fond mais ne font pas vraiment partie de l'histoire. C'est le bémol principal en ce qui concerne l'immersion dans Elemental City, et c'est dommage en plus parce qu'en 2019, le réalisateur avait aussi fait le court-métrage Passage nuageux qui personnifiait déjà des nuages. Mais bon, ça c'est juste un détail. L'autre promesse, c'était plus sur le plan technique, c'est-à-dire la matérialisation d'éléments insaisissables qui, à l'exception de la Terre, ne sont pas tangibles, mais qu'on peut quand même se représenter, ce qui laisse moins de marge que dans Vice Versa par exemple, qui donnait vie et corps à des émotions. Les personnages d'Élémentaire sont anthropomorphes, mais en fonction de leur nature, ils peuvent se déformer, se répandre, s'évaporer ou s'écouler. Assez tôt dans le film, il y a d'ailleurs une course-poursuite où la mise en scène s'amuse avec toutes les possibilités physiques de ces 2 protagonistes et qui, pour le coup, reste vachement en mémoire. Pour parfaire le mimétisme, il y a aussi cette animation permanente des textures des personnages pour donner l'effet d'ondulation de la flamme, de l'écoulement de l'eau ou de l'aspect vaporeux des nuages. Dans le cas d'Ember, ça lui donne des traits plus abstraits, plus libres et vibrants, ce qui colle parfaitement à son caractère, en plus d'être assez hypnotisant à l'écran.
Pour cette stylisation, Pixar a fait appel à un studio de recherche de Disney basé à Zurich afin de mettre au point la technologie nécessaire, et c'est vraiment important de le souligner, surtout après avoir dit plusieurs fois qu'une forme de paresse avait l'air de s'installer chez Pixar. Là, on a une ambition technique et la volonté d'innover, de mettre la technologie au service de l'animation, soit de retrouver les premières motivations du studio. Donc visuellement, c'est innovant et très chatoyant, avec des séquences délicates et bien équilibrées entre l'expérimental et les visuels plus académiques, ce qui n'est malheureusement pas vraiment le cas du scénario qui est plus bancal, même s'il est vraiment pas inintéressant, en tout cas beaucoup moins qu'il n'y paraît. Déjà, c'est écrit et vendu comme une comédie ouvertement romantique, donc un terrain sur lequel Pixar n'est pas trop allé jusqu'ici, sauf peut-être dans Wall-E, mais avec tout un habillage SF collé dessus. En général, les mamours, c'est plus dans les intrigues secondaires, comme dans Ratatouille ou Toy Story, mais pas au centre des récits. Les belles histoires d'amour, c'est plus dans les habitudes de Disney, même si elles sont laissées de côté depuis quelques temps. Donc voilà, dès le départ, on se retrouve avec un scénario à la Disney et une conception à la Pixar, ce qui fait du film un objet hybride plutôt curieux. Bon, après, la relation amoureuse entre les deux personnages reste assez banale. Le développement de leur complicité ne s'éloigne absolument pas de tout ce qui a déjà pu être fait dans le genre, et voilà, c'est sans inattendu. Ils ont 2-3 scènes romantiques qui sont très belles, mais plus d'un point de vue esthétique qu'émotionnel. Mais de toute façon, cette histoire d'amour, même si oui, c'est l'intrigue principale, c'est paradoxalement pas du tout l'essentiel à retenir, parce que c'est presque une situation prétexte pour développer la métaphore sociale qui, elle, pour le coup, est beaucoup plus inattendue. Pour recontextualiser un peu, le film est réalisé par Peter Sohn, donc un réalisateur né aux États-Unis de parents d'origine sud-coréenne qui ont immigré en Amérique dans les années 70, et c'est ce qui a en grande partie inspiré son scénario. Avec sa ville calquée sur New York et le quartier défavorisé des Flamboyants qui représente le Bronx, on est clairement sur une histoire qui parle d'immigration, de communautarisme et de ségrégation, autant dire des sujets politiques dont on ne discute pas avec n'importe qui ou sur n'importe quel plateau télé. Mais le film a le mérite de ne pas se dédouaner par rapport à ses intentions, c'est-à-dire prôner la mixité sociale et le multiculturalisme, et en plus il réussit à mettre à hauteur d'enfant cette différence et ces diversités culturelles, que ce soit par rapport aux croyances religieuses, au langage ou même à l'alimentation. Bon, étant donné le public cible, on reste sur un message et une résolution des différends assez simpliste et candide, sans grande subtilité ou maturité, sauf à quelques endroits où le discours est beaucoup plus affûté. Je pense en premier à ce personnage aquatique très avenant envers Amber, sans aucune haine ou animosité envers elle, qui lui dit au détour d'une conversation que c'est bien pratique qu'elle parle aussi bien la langue alors qu'elle est née dans la même ville que lui. Voilà, je m'attendais vraiment pas à voir des exemples de racisme ordinaire aussi concrets et réalistes. Ce sont ces petites touches qui donnent de la consistance à un scénario qui est plus faiblard sur d'autres thématiques, parce que oui, il y en a d'autres. Via le personnage d'Amber, le film veut aussi aborder la nécessité de s'émanciper, de trouver sa voie plutôt que de poursuivre aveuglément celle de ses parents. Là encore, c'est très louable sur le papier et ça donne lieu à quelques échanges touchants entre Amber et son père, mais c'est surtout dilué et peu approfondi, ce qui fait qu'on reste en surface du sujet. La passion d'Amber, qui n'est donc pas l'épicerie de son père, est amenée de façon trop précipitée et sans réelle progression ou gradation dans sa prise de conscience. Après avoir vu Trop grand avec Buzz l'éclair, le studio est revenu à un scénario beaucoup plus épuré et des enjeux plus resserrés. Voilà, il ne faut pas s'attendre à une grande aventure, à un affrontement contre un grand méchant, à déjouer un complot pour sauver toute la ville. On parle de fracture sociale et d'accomplissement personnel, donc métaphoriquement, tout le but du film c'est de trouver et réparer une fuite d'eau. Là encore, c'est pas si évident comme proposition de faire dans l'anti-spectaculaire et l'anti-aventure pour rester au plus proche des problématiques des personnages. Il n'y a pas de réelle péripétie ni d'enquête, sinon le film n'aurait pas pu se permettre de consacrer toute une séquence au dîner chez la belle famille. Même si on sait que la première fois qu'on rencontre les beaux-parents, ça vaut toutes les doses d'adrénaline à la Tom Cruise. Donc le scénario n'est pas si vide ou superficiel que ça, mais paradoxalement c'est aussi son parti pris de minimalisme qui plombe le rythme et donne au film cette impression de manque d'ampleur, surtout pour une production Pixar qui est finalement beaucoup plus anecdotique que les films sur lesquels elle semble calquée. Mais bon, sortir un film un peu plus faible et maladroit que la moyenne, ça n'aurait pas été si grave si Élémentaire n'arrivait pas dans un contexte de crise sans précédent et de restructuration du studio. Au début du mois, on a appris que Bob Iger, donc celui qui a repris le poste de PDG de Disney à la place de Bob Chapek, avait pour but d'économiser 5,5 milliards de dollars, étant donné la série de coups durs qui touchent Disney et ses propriétés intellectuelles.
Pour ça, la compagnie a été restructurée en 3 branches principales, dont Disney Entertainment qui, en gros, regroupe toutes les productions audiovisuelles en plus de gérer la plateforme Disney+. Le studio a aussi prévu de se séparer de 7000 employés, ce qui correspond à environ 3% de la main-d'œuvre totale, et Pixar, ou plutôt 75 de ses employés, sont aussi concernés par ces renvois. On en a beaucoup entendu parler parce que ce ne sont pas des talents anonymes qui ont été mis à la porte. Il y a notamment Angus MacLane qui a un CV totalement étourdissant. Il était là depuis la fin des années 90, il a été animateur sur Toy Story 2, Le Monde de Nemo ou encore Là-haut. Il a participé à la conception des personnages de Monstres et compagnie et des Indestructibles. Il a aussi été directeur de l'animation sur Wall-E, un des Pixar que je trouve d'ailleurs le mieux animé. Et il a fait quelques passages à la réalisation sur les courts-métrages Mini Buzz, Burn-E ou le moyen-métrage Toy Story Angoisse au motel, en plus d'être crédité comme co-réalisateur du Monde de Dory. Buzz l'éclair, en fait, c'était sa première tentative en solo. Ça s'est soldé par un échec, mais que Disney semble lui imputer totalement, alors que les raisons de son crash sont beaucoup plus complexes que c'était nul, il faut brûler le réel. Pour dire, la dernière fois que Disney avait autant réduit ses effectifs, c'était en 2013 et ça concernait une 60aine de personnes à cause des 18 mois de retard du voyage d'Arlo et du départ de son premier réalisateur qui a laissé la place à Peterson, donc le réalisateur d'Élémentaire. Bref, tout ça pour dire que c'est clairement la panique en interne, et après le crash d'Avalonia du côté de Disney et avant ça de Buzz l'éclair chez Pixar, le studio ne pouvait pas se permettre un autre échec. Mais c'est clairement pas Élémentaire qui va raviver la flamme et ramener les familles en salle. Pourtant, c'était le but recherché. Même si la promotion a encore une fois commencé tardivement par rapport à la sortie en salle, il y a une tentative de la part du studio de resacraliser l'expérience sur grand écran, de recréer l'événement et le caractère plus exceptionnel des sorties, ne serait-ce qu'avec la présentation à Cannes en clôture du festival, et Pixar n'avait pas été à Cannes depuis vice-versa. Mais aussi par le fait d'accompagner la sortie en salle d'un court-métrage, ce qui n'avait pas été fait depuis Les Indestructibles 2 avec le génial Bao, vu que tous les formats courts de Pixar atterrissaient directement sur Disney+ ces derniers temps. Pete Docter, le président de la création chez Pixar, a lui-même reconnu dans une récente interview à Variety que la stratégie adoptée pendant la pandémie était une balle dans le pied parce qu'ils ont conditionné le public à attendre une sortie sur Disney+. Malheureusement, Élémentaire ne devrait pas revitaliser la marque Pixar sur grand écran. La critique, jusqu'à un certain point, ça reste subjectif, et peut-être que le film résonnera beaucoup plus auprès d'autres personnes, et tant mieux si c'est le cas. Par contre, les chiffres et le box-office, ça reste des données objectives et factuelles, et ils vont vraiment pas dans le sens d'une sortie de crise pour Pixar. Déjà, le film a coûté 200 millions de dollars, ce qui reste dans la fourchette moyenne des autres productions de Pixar, mais c'est aussi un budget qu'il faut bien rentabiliser ou au minimum amortir. Et c'est très mal parti, puisque pour son premier week-end en salle aux États-Unis, le film n'a gagné qu'un peu plus de 29 millions de dollars. À titre de comparaison, Buzz l'éclair c'était 50 millions et en avant 39 millions, et en plus là c'était au tout début de la pandémie. En fait, c'est tout simplement le pire démarrage de Pixar depuis toujours en fait. Même au tout début, avec le premier Toy Story et Mille et une pattes, les chiffres étaient supérieurs alors qu'ils étaient même pas ajustés par rapport à l'inflation. Reste à voir si l'exploitation en salle sera prématurément stoppée pour un repli d'urgence sur Disney+, et surtout ce que va faire Disney du prochain Pixar, Elio, qui doit sortir en mars 2024. On a déjà eu une première bande-annonce, et ça a l'air a priori aussi générique qu'Élémentaire, et à ce stade, c'est même pas sûr que Vice Versa 2 et Toy Story 5 soient toujours des valeurs sûres, même si pour l'instant c'est clairement le canot de sauvetage du studio. Surtout que le problème fondamental, c'est pas les films d'animation en eux-mêmes, même si on imagine que c'est bien plus difficile de faire se déplacer les familles en salle pour des questions de budget. Mais l'argument tient beaucoup moins quand on voit que Super Mario a dépassé les 1,3 milliard de dollars au box-office mondial, ou que Spider-Man Across the Spider-Verse est presque à 500 millions dans le monde. Mais bon, même si Élémentaire n'est pas le nouveau chef-d'œuvre de Pixar, c'est surtout un film qui a beaucoup trop de poids sur ses épaules, qui porte des enjeux qui le dépassent, alors que c'est juste un autre film sympa mais un peu plus faible, comme l'était par exemple Rebelle, Le Voyage d'Arlo ou Cars 3. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, mais je vous retiens encore une toute petite minute pour vous rappeler qu'Écran Large, en plus du site et de la chaîne YouTube, a aussi lancé un podcast qui s'appelle La Réu d'Écran Large et qui est disponible sur iCast et toutes les autres plateformes d'écoute et de streaming. Alors après Robocop, les films de requins, Léa Seydoux ou encore Vin Diesel, je vous annonce déjà que le prochain épisode parlera de super-héroïnes au cinéma et à la télévision, ce qui est surtout un bon gros prétexte pour Judith et Geoffrey de reparler encore de Batman le défi et de Michelle Pfeiffer.
Merci à tout le monde et à très bientôt. Stop.